Merci de nous rejoindre donc pour cette deuxième session. Alors, on avait prévu un quart d'heure ensemble, il nous reste 10 minutes. C'est trop bavard. Voilà. Donc, on va essayer de faire plus rapide. Première question, comment tu vas maintenant que tu n'es plus un banquier? Écoute, je vais très bien, Laurent. D'abord, je suis très content d'être avec toi et vous tous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi sur ces beaux sujets qui concernent l'évolution du monde du banque et de la banque et de la finance. Je vais très bien en réflexion, en réflexion et en action sur de nouveaux projets, mais en grande forme. En grande forme. Et alors, ça fait quoi c'est quoi en fait la vie d'un banquier repenti? Alors, banquier repenti, en fait, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, c'est la vie de quelqu'un qui a essayé, alors dans une période un peu particulière, parce que moi j'ai quitté mes fonctions fin février, et malheureusement on sait tous ce qui est advenu quelques jours après avec le Covid. Donc c'est une période particulière. Par contre, je l'ai mis à profit pour réfléchir pas mal à ce que je veux faire pour la suite. Je l'ai mis à profit également pour prendre quelques initiatives dans différents domaines. J'ai notamment commencé à regarder des dossiers qui me tiennent à cœur, qui sont un peu loin de mes bases financières. Je pense à un dossier dans le vélo qui s'appelle Mavic, que je regarde aujourd'hui parce que c'est une boîte de territoire, en l'occurrence d'Annecy, qui a des emplois en jeu, que c'est un domaine qui m'intéresse, que mes compétences, pour le coup, peuvent servir. C'est-à-dire que j'ai des compétences financières qui peuvent aider dans le registre. Je ne pouvais pas faire ça avant par définition, tout le monde le comprendra. Mais là, je peux le faire. Donc, c'est la vie de quelqu'un qui essaye d'apporter un peu de sa compétence sur des sujets dans la période intermédiaire qui le sépare de ses nouveaux projets, et quelqu'un qui prend quelques nouvelles fonctions également dans quelques fintechs. Et puis, par ailleurs, quelqu'un qui réfléchit au projet central qui est le sien, qui constitue un binôme avec un partenaire dont je parlais plus tard à la rentrée, qui va bosser avec moi et qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est ça. Donc, c'est une vie très excitante, en fait. Donc, on peut avoir été un grand banquier et faire des trucs tout à fait pratico-pratiques, opérationnels et même aider à sauver une industrie peut-être. On l'a vu dans la presse sur le Donc, c'est Mavic. hyper important. C'est hyper important. End zone, c'est hyper important. Alors, revenons à notre sujet. Ce matin, on parle de digitalisation de la banque. Tu as été un des précurseurs. Je t'ai invité un nombre innombrable de fois, tant à l'Axel, dont Arkea est un membre éminent, mais aussi au Paris FinTech Forum de nombreuses fois. Et on s'est parlé de nombreuses fois sur ces sujets de digitalisation. Mais tu avais toujours la casquette du banquier. Alors, il y a peut-être des trucs que tu ne pouvais pas dire. Finalement, ton regard, maintenant, aujourd'hui, voilà, on est en 2020, c'est quasiment pendant la bulle que tu as commencé dans l'Internet, tu as rejoint le groupe Arkea, puis après tu l'as développé, puis tu l'as dirigé, mais tu as aussi vu tes petits camarades. Voilà, ton avis sur la digitalisation du monde bancaire français, on va rester sur la France ce matin avec toi, donc vas-y, parole est à toi. Moi, je pense que le secteur bancaire, effectivement, par définition, je connais bien, il a pris pas mal le virage sur le digital au sens de l'exécution des opérations. Je fais court, mais effectivement, ouvrir un compte, être capable de faire des opérations par Internet, bon, il a fait beaucoup de travail là-dessus. En revanche, là où il a un gros boulot encore à réaliser, ce secteur bancaire, c'est qu'il n'a pas encore totalement pris le virage consistant à considérer que finalement, les produits qu'il vend sont des produits qui n'ont de sens que s'ils sont propices à un usage pour les clients. C'est-à-dire que globalement, une carte bancaire était vendue en tant que telle il y a 10 ans. Une carte bancaire juste ne sert que parce qu'elle est utile dans un processus d'achat d'un bien, quel qu'il soit. Et donc, le côté immersion dans l'usage des besoins bancaires, c'est un vrai sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire que je pense qu'il y a un certain nombre de virages que les banques et les assureurs doivent prendre dans les années qui viennent, qui sont des virages très compliqués à prendre pour pas des raisons techniques, pas des raisons, on va dire, même d'organisation, de fonctionnement, mais des raisons de mindset. Je m'explique. Prendre un virage consistant, par exemple, à aller s'allier, je donne un exemple qui est vraiment totalement, on va dire, sorti de ma tête, à un acteur qui pourrait m'aider à améliorer, par exemple, la manière dont mes clients achètent leur maison pour demain la financer et l'assurer. Donc, s'allier, par exemple, à un acteur qui est un acteur capable de donner des leads ou de me donner accès à un flux de biens immobiliers qui permettent ensuite d'alimenter mon flux de crédit et mon flux d'assurance. C'est très complexe pour un banquier parce qu'au-delà de la technologie, c'est accepter de rentrer dans un business qui va peut-être payer un peu cher parce qu'il est encore en train de grandir, qui ne va pas rapporter beaucoup, face à quelque chose qui, lui rapporte énormément d'argent aujourd'hui, c'est-à-dire son PNB, sa marge financière. Donc les banquiers, ils sont quelque part dans le système actuel consistant à dire je dois arbitrer entre la proie et l'ombre. Et quelque part, il est important, à mon avis, en termes d'état d'esprit, de se dire c'est pas parce que je vais faire des petites choses demain matin que c'est pas important et que c'est pas des grandes choses après-demain. Et je pense que le vrai sujet qu'a adressé l'industrie aujourd'hui, c'est que quand on pèse des trilliards de dollars, parce que c'est comme ça que ça se compte aujourd'hui, le bilan d'une banque ou le résultat d'une banque, pour certaines d'entre elles en tout cas, il faut accepter de se dire, le petit ruisseau que je vois là, dans lequel je vais investir demain, c'est ce qui fera que dans 30 ans, j'existerai toujours. Et je pense que c'est l'enjeu majeur des banques demain, que d'être capable d'investir dans des sujets digitaux, technologiques, qui laissent entrevoir non pas des réussites de demain matin, mais des réussites de dans 10 ans. Et ça, c'est très compliqué à faire.
Alors, j'aurais des milliards de questions, mais comme on a 5 minutes, je vais essayer d'aller à droite et à gauche sur différentes questions qu'on a évoquées ensemble. On a vu pendant le Covid que certes, cela a aidé la digitalisation, mais aussi cela mettait en avant encore plus fortement la fracture digitale qu'il peut y avoir entre des populations qui sont Slack compatibles, Teams compatibles, Zoom compatibles, tout ce qu'on veut, outils, et puis celles qui ne le sont pas ou qui sont mal équipées. On le voit même ce matin, et même dans nos sessions, on voit des fois certains qui ont des quand même connectivités qui laissent à désirer et où le son s'arrête, etc. Et pourtant, nous sommes dans des populations équipées. Donc, il y a parfois vraiment cette fracture est d'autant plus flagrante. Toi qui es justement peut-être un des seuls grands banquiers, anciens grands banquiers non parisiens, donc avec une vision justement aussi un petit peu plus globale, différente de nos territoires, tu as un avis sur ça et sur ce qu'on devrait faire pour améliorer les choses? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un côté très positif, je vais revenir tout à l'heure, et puis un côté, effectivement, des côtés négatifs qu'il faut adresser. Je pense que le côté infrastructure, c'est hyper important. Ce qu'a révélé cette crise, c'est que, effectivement, si on n'a pas de la connectivité Internet haut débit digne de ce nom, c'est très compliqué d'exister, même si on est bien appareillé. Il y a encore plus, si on raisonne fracture sociale, un vrai sujet autour de l'équipement, effectivement, d'un certain nombre de populations qui ou ne sont pas équipées ou ne sont pas acculturées tout simplement aux outils. Donc, je pense que la formation, tous les processus de formation, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire qu'il faut accompagner ces thématiques-là, sont importantes. Mais par contre, il y a un élément très positif que moi je souligne systématiquement et que tu te dis, je le vis beaucoup parce que je partage ma vie entre la Bretagne et Paris. J'étais à Paris pendant 3 jours, début de semaine, je suis en Bretagne aujourd'hui. Et en fait, moi j'ai relevé un truc hyper intéressant, c'est que on a toujours dit, toi et moi, on en a beaucoup parlé, que le digital finalement nous permettait de nous affranchir du physique et des barrières finalement de la distance. Moi, j'ai beaucoup mieux travaillé et travaillé très efficacement pendant la période du confinement parce que justement, la distance Brest-Paris n'était pas un sujet. Tout le monde était traité de la même manière. C'était le digital qui était l'interaction entre moi et mes interlocuteurs, de la même manière qu'ils étaient forcément en train de travailler en digital, même quand ils étaient à Paris. Donc finalement, ce que ça m'a inspiré, c'est que pour les développements de demain, pour des sujets qui me tiennent à cœur, notamment tout ce qui touche à la déconcentration, c'est comme ça que je l'appelle plutôt que décentralisation, eh bien, ce qu'on vient de vivre me renforce dans l'idée qu'il y a des possibilités de faire vivre le tissu économique en région de manière très forte, sans être forcément tout le temps connecté à Paris. Ça Et remet un petit peu à niveau les territoires, au même niveau que Paris, si on est. exactement, ça remet un peu au niveau les territoires par rapport à Paris. Ça donne des manières de travailler avec Paris un peu différentes. Moi, j'y vais souvent, mais on peut aussi travailler sans y être totalement. Et je crois que c'est une découverte. C'est une redécouverte sans doute que pour être capable d'exister dans les territoires, il ne s'agit pas seulement d'être tout le temps dans le train qui t'amène à Paris tous les jours. Donc ça, Il c'est nous un reste, vrai. il nous reste 2 minutes. Alors, on avait prévu une question quand même avec ce séisme Wirecard dans la fintech en général, et sans même parler du Covid, mais en fait, en gros, dans notre secteur, on a quand même déjà on a eu deux séismes, hein. Le Covid pour la fintech et la finance, ça peut être bien comme mal, on l'a vu. Il y a des sujets positifs et d'autres négatifs, l'investissement par exemple, les levées de fonds. Wirecard, qui peut-être n'était pas une fintech, mais en tout cas un enabler de beaucoup de fintech en Europe, tout comme Arkea était l'enabler de beaucoup de fintech en France. Quand il y a un acteur comme ça qui s'effondre et que la FCA coupe tout et que voilà, on ne sait plus finalement qui fait quoi, les clients qui commencent à comprendre, moi j'invite vraiment les gens à aller sur Twitter et regarder, et que les clients commencent à découvrir qu'ils pensaient avoir signé avec X et qu'en fait ils avaient un produit Wirecard, mais ils ne savaient même pas qui était. C'est vrai que c'est écrit dans les TN6, il n'y a pas de problème, mais personne ne les lit. Donc la réalité, c'est que tout d'un coup, on a permis une innovation majeure en permettant cette open innovation, mais il y a plein de clients finaux qui commencent à c'est trop complexe pour eux peut-être quelque part. C'est des réflexions que ça m'inspire. Je voulais avoir tes réflexions à toi sur cet impact de ces différents séismes en ce moment sur notre écosystème fintech. Et tu as 1 minute. Moi, d'abord, je dirais en un mot que les séismes dans les fintech, il y en a eu d'autres dans la même industrie, mais sur des boîtes plus classiques. Et effectivement, ce n'est pas lié aux caractéristiques des fintech en tant que telles. Par contre, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une incitation plus forte encore aux alliances entre les fintech et les banques. Pourquoi? Parce que les banques sont très fortes, si on raisonne un peu couche haute, couche basse, pour être bonnes sur le réglementaire, le legacy, comme on dit, la gestion des risques. Et à l'inverse, sur la partie relation aux clients, elles ont beaucoup de progrès à faire. Et certaines des fintech, notamment celles qui aujourd'hui commencent à être très agiles, très rapides, auraient intérêt, davantage encore demain, à saluer les acteurs qui ont cette solidité, qui leur garantit quelque part, et pour leurs clients, une forme de conformité et de garantie de leurs actifs fortes. Et ces fintechs se concentrent elles sur la relation aux clients. Donc moi, je pense que si on veut raisonner positif, ça, ce scandale, entre guillemets, ce qui se passe, malheureusement, est une incitation à renforcer les relations, les alliances entre les fintechs et les banques, chacun ayant à faire valoir des qualités propres, la solidité pour l'acteur bancaire, back-office notamment, et l'agilité côté client pour les fintechs. Donc voilà ce que je pense sur ce sujet. Alors, justement, en parlant de fintech, on va vraiment devoir passer dans 1 minute maximum à notre prochain panel où j'ai les 4 fondateurs et CEO de belles fintech françaises qui nous attendent et que tu connais bien.
qui sont déjà logués, qui trépignent, je les vois de l'autre côté. Donc, une dernière question. En fait, j'ai appris que je me suis trompé. J'ai commencé en disant que tu étais un banquier repenti, mais en lisant la presse, en fait, tu m'as floué, quoi. Tu es chairman d'une nouvelle banque? Oui, alors je suis effectivement président de conseil d'administration de Memobank, qui vient d'être lancé par un Jean-Daniel Guyot et son équipe, qui est ancien patron de Captain Train, qui est extraordinaire. J'ai accepté ce projet de l'accompagner pour 2 raisons. Un, l'équipe est top, c'est des gens que j'apprécie beaucoup et je considère dans un projet, c'est d'abord l'équipe qui fait tout. Il vaut mieux un bon projet avec une excellente équipe qu'un projet excellent et une équipe moyenne. Donc, ils ont cette côté très, très, très bon. Et surtout, je vous invite à observer très, très fortement, et toi notamment, Laurent, je t'invite à regarder ce qu'ils vont faire dans les mois qui viennent. Moi, j'ai vu ce qui est un peu sous le capot. Il faut vous assurer que concernant la clientèle corporate, notamment petite TPE, PME, ils sont en train de réinventer la manière de l'adresser. Et vraiment, je le dis parce que hier, on a un conseil de surveillance. C'est bluffant de voir comment, en étant capable de comprendre les codes d'un métier qui est celui de la banque, en étant capable d'avoir un mindset tourné vers l'orientation client, on peut réinventer les choses totalement. Donc, ça va être passionnant. Et ils ont l'air super. Bon, ils ont un tout petit défaut, ils sont pas en commande de l'Axel, mais je suis sûr que tu vas On m'aider va avec. remédier à ça. Un grand merci, Ronan, d'être venu ce matin. À toi, Laurent. Je te laisse à la Bretagne et nous commençons.